Merci beaucoup. Oui, je voudrais prendre brièvement la parole au nom du comité d'histoire pour expliquer un peu comment se situe cette cérémonie dans les travaux du comité d'histoire et pourquoi nous avons souhaité, je dois dire en parfaite intelligence avec le directeur général de la création artistique, Christopher Meij, organiser cette cérémonie à la mémoire de Robert Abirached. Nous pensons au comité d'histoire, et c'est d'ailleurs la façon dont est composé le comité, que pour mener une bonne politique, il faut un bon ministre et de bons administrateurs, voire de grands administrateurs. Et il faut aussi la penser, bien sûr, et c'est pour ça que nous travaillons aussi beaucoup avec les universitaires. Donc nous réunissons au comité d'histoire des administrateurs et des scientifiques sur la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, car très souvent, c'est du côté de la mise en œuvre que ça échoue. Voilà. Donc, je voulais dire à quel point, en évoquant cette figure de très grand administrateur qu'a été Robert Abirached, Jacques Lang a tout à fait raison. D'ailleurs, je dois dire que il a, pardon de cette comparaison avec André Malraux, le premier ministre de la Culture, mais comme André Malraux, une des grandes caractéristiques de la période de Jacques Lang, c'est un exceptionnel entourage de collaborateurs, avec des personnalités très grandes en général, et qui ont beaucoup contribué à la réussite du ministère, de même d'ailleurs qu'à l'époque de Malraux, où on retrouve ces grandes personnalités qui ont entouré le ministre, venant de toutes sortes d'horizons, en effet, et pas tous de la haute fonction publique. Donc, ces grandes figures d'administrateurs, quelquefois nous essayons de leur consacrer des monographies. Nous l'avons fait, par exemple, pour deux grands directeurs de la musique, dans un genre différent. Marcel Landowski, sans qui la musique en France ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est, je pense. Puis Maurice Fleuret, qui fut l'autre directeur de l'hôtel Kinski de l'époque des débuts du ministère Lang. Quelquefois, nous n'arrivons pas à faire ces monographies. C'est le cas de Robert Abirached. Et dans ce cas, il faut organiser une autre forme de reconnaissance qui est la forme mémorielle, donc non scientifique. Et c'est le sens des hommages que nous avons organisés, par exemple, pour Émile Biasini, qui, avant d'être ministre, a été un grand administrateur de la culture, avec Malraux, notamment pour la création des maisons de la culture. Et c'est à ce titre que nous avons organisé cet hommage lorsqu'il nous a quittés. Voilà, dans quel contexte se situe la cérémonie d'aujourd'hui. Il n'est pas exclu que finalement, nous puissions consacrer une monographie à l'action de Robert Abirached, étant donné qu'il a quand même beaucoup parlé lui-même de ce qu'il avait fait dans Le Théâtre et le Prince, que j'ai lu avec passion. Alors, contrairement à beaucoup d'entre vous, je n'ai pas vraiment connu Robert Abirached. Moi, j'étais plutôt du côté de la musique, donc j'ai personnellement très bien connu Maurice Fleuret, mais pas Robert Abirached. Par contre, je l'ai connu quand même un peu, car il m'a fait l'amitié de participer aux émissions que j'ai consacrées à France Culture au 30e anniversaire de l'arrivée de Jacques Lang au ministère de la Culture, dans une table ronde que nous avons publiée dans l'ouvrage du comité d'histoire Bataille pour la culture. Et j'ai relu tout à l'heure les interventions de Robert Abirached à la table ronde qui avait été organisée sur le ministère des créateurs. Voilà, une expression qui a été utilisée à l'époque. Et alors, ça m'a fait beaucoup rire. D'abord parce que il y montre cette personnalité absolument, extrêmement animée, disons, voilà, n'hésitant pas à voler dans les plumes de ses interlocuteurs, critiquant, par exemple, l'introduction de la table ronde en disant « je ne peux pas supporter qu'on dise » ou bien « ce que vous dites me fait bouillir », donc avec ces expressions très fortes qu'il avait et qui animaient formidablement les débats auxquels il participait. Dans le monde du journalisme, on appelle ça un bon client. Voilà. Mais par ailleurs, il avait, vous avez tout à fait raison, c'était en plus un homme sincère, généreux, et avec une pensée extrêmement ferme, à la fois enthousiaste et lucide. C'était un grand intellectuel, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre. Quelquefois, de passer des concours n'est pas totalement inutile à la formation de l'esprit humain. Donc, il a passé le plus admirable des concours, l'École normale supérieure de la rue d'Ulm.
puis l'agrégation de lettres classiques, puis le doctorat d'État. Et donc il était très bien formé, et contrairement à d'autres, il ne dédaignait pas de se servir de cette grande culture dans la réflexion sur son action. Voilà. Je voulais juste témoigner de cela, tout en m'excusant de ne pas l'avoir mieux connu pour vous en parler. Merci beaucoup. Voilà. Oui, ça va être une rencontre, je disais, c'est une rencontre de l'amitié, c'est une rencontre de la mémoire. Moi, je pense aussi que ça doit être une rencontre de l'espoir dans l'idée de politique culturelle publique, parce qu'il faut continuer de la faire vivre, cette idée. Et puis une rencontre de la fraternité, parce que c'est un mot que Robert chérissait. Je vais d'abord vous préciser qu'avec Emmanuel Vallon, qui a grandement œuvré pour préparer cette rencontre, nous avons la tâche d'animer les différentes séquences qui vont se succéder. C'est une tâche un peu difficile parce que vous êtes nombreux à avoir beaucoup de choses à dire et nous avons peu de temps. Alors on va faire en sorte que ce temps soit partagé et équitablement. Et je remercie chacune et chacun de bien vouloir jouer le jeu, peut-être d'ailleurs en focalisant votre témoignage sur un aspect ou un autre de ce qui vous a lié à Robert Abirached. Alors, je me tournerai tout de suite en premier, si j'ose dire, vers Bernard Ferraud-Darcier, qui fut lui aussi directeur du théâtre et des spectacles au ministère, mais qui a été auparavant le directeur du Festival d'Avignon, tandis que Robert était lui-même directeur du théâtre. Bon, il fonctionne, oui. Alors moi, je n'étais pas un intime de Robert Abirached. J'étais un successeur et en fait un étudiant à la fois ponctuel et clandestin de sa grande culture. Alors successeur parce que rue Saint-Dominique, donc j'ai pas succédé à Robert Abirached, mais à Bernard Dort. Et je voudrais d'ailleurs associer le nom de Bernard Dort à celui de Robert Abirached. Pour moi, qui est arrivé rue Saint-Dominique, nommé par Jacques Lang, j'avais deux prédécesseurs un peu écrasants, c'est-à-dire des auteurs, des critiques, des historiens, des chercheurs, des universitaires de grand renom. Et d'ailleurs, on me faisait un peu comprendre que j'aurais mieux fait de passer quelque temps à l'Institut d'études théâtrales de Nanterre plutôt que de traîner mes guêtres du côté de la rue Saint-Guillaume ou de la rue des Saints-Pères. Et j'ai toujours un peu regretté, évidemment, de n'avoir pu être parmi les étudiants qui écoutaient et qui pouvaient profiter de la grande culture de Robert Abirached. Et puis, en fait, je ne participais pas aux folles soirées de Jacques et Monique Lang à Nancy. De ces folles soirées, je n'avais que des échos lointains, atténués, en fin de matinée, le lendemain, place Stanislas, et c'est tout. Mais je savais qu'il jouait évidemment un rôle très très important aussi dans la mise en œuvre, donc, ce qu'il a fait de la politique théâtrale du ministère. Alors, ceci dit, j'ai eu quand même, Dieu merci, une arme de séduction massive, c'est que j'avais une voiture. Et que, comme de temps en temps, fortuitement, je rencontrais Robert Abirached quelque part à Créteil, à Vaubygney ou à Gennevilliers, je lui proposais de le raccompagner jusque chez lui dans le 16e. Voilà, donc ça m'a donné l'occasion d'avoir des cours particuliers, toujours avec cette voix inimitable et ces tics de langage que l'on affectionnait. Ah mais bon, bref, voilà, c'était un peu ça. Et donc j'ai eu droit à un florilège d'anecdotes, mais aussi d'ailleurs de grandes visions un peu pessimistes sur l'avenir du théâtre en général, sur celui du Liban en particulier. Bon, pour le Liban, il a, à mon avis, vu juste. Pour le théâtre et son public vieillissant, j'espère quand même qu'il y a des portes de sortie. Mais enfin, en tout cas, voilà, j'étais un peu cet étudiant clandestin qui m'a beaucoup appris. Et c'était tout à fait judicieux parce que malheureusement, dans l'administration, il y a, vous le savez, comme des coupures assez brutales de transmission des dossiers. Les services les gardent. Mais lorsque vous êtes nommé quelque part, nommé ou renvoyé, c'est assez brutal et on n'a pas l'occasion de transmettre les dossiers dans de bonnes conditions. Moi, je m'en souviens très bien qu'il s'agisse du Vieux Colombier ou bien du partage de l'Odéon entre Strehler et Vitesse, c'était pas évident
de se plonger ensuite dans l'histoire de ces dossiers. Voilà. Et donc, je regrette simplement de n'avoir pu être plus souvent l'étudiant clandestin de Robert Abirached. Merci beaucoup Bernard. On va organiser un tout petit peu les choses différemment parce que le temps a tourné plus vite que nous le souhaitions. Donc je vais céder ma place, si vous voulez bien, à Marcel Bozonnet. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant, parce que Marcel a des tâches d'acteur un petit peu plus tard dans la soirée. Il était prévu dans une autre séquence, mais on va lui donner la parole maintenant. Merci beaucoup. Je peux effectivement jouer dans la cerisière. Prenez le micro. Mais oui, il y a pire. Écoutez, moi j'ai... Est-ce que vous avez besoin que je prenne un micro? C'est pour la captation. Pour l'enregistrement. Moi j'ai d'abord lu... J'ai d'abord lu Robert Abirached, je l'ai lu dans le Nouvel Observateur. C'était grâce à lui qu'on savait qu'il y avait des Américains au bord de la Méditerranée qui jouaient une pièce sur la guerre en ayant une gestuelle très particulière qu'on n'avait jamais vue, c'était le Living Theater. On savait qu'à la Cité internationale, il y avait un Argentin exceptionnel, qui s'appelait Victor Garcia, qui y avait aussi Jean-Marie Pat. On savait par lui qu'il y avait au lycée Louis-le-Grand un garçon brillantissime qui avait monté un lopé de Vegas, c'était Patrice Chéreau. Donc on avait une espèce de respiration, comme vous l'avez dit, il y avait un enthousiasme qui transpirait dans ces articles et qui moi, personnellement, j'ai eu la chance d'être emporté par ces articles et d'une certaine façon guidé et aussi de rencontrer les gens dont il parlait dans ces articles jusqu'au moment où je l'ai vu, alors physiquement, quoi, je l'ai pour la première fois vu physiquement en compagnie de Gilles Sandier. Il formait une sorte de couple burlesque et extraordinairement éclairé. J'avoue que c'est des personnalités que je n'avais jamais vues. Je ne savais pas, je dois faire une exception parce que j'avais vu Michel Corvin. J'étais à Dijon et Michel Corvin était assistant à la faculté et j'avais tout d'un coup vu l'intelligence aimable. À l'époque, l'intelligence n'était pas forcément aimable. Elle était beaucoup mise en scène, le savoir était très mis en scène. Et là, eux deux, par exemple, c'était des puissances de connaissances. L'étendue des connaissances de Robert était immense, il faut bien le dire. Et on se plaît à dire son côté amusant, mais principalement moi. Et j'ai eu la chance de le voir encore, enfin, quelques mois à peine avant sa mort, ce qui m'impressionnait chez lui, parce qu'on en parle de façon aimable, mais il était très impressionnant quand même, parce qu'il avait le flotteur assez loin comme ça. Il était une personnalité puissante qui savait nous amuser, mais en même temps, il avait une grande autorité sur nous. Alors, je l'ai retrouvé évidemment à Nancy, on se précipitait à Nancy, c'était les débuts qui étaient déjà quand même incroyablement prometteurs, enfin, même si vous voulez, à Nancy, il y avait une forme de jeunesse, enfin, c'est la première fois qu'on voyait de la jeunesse en France, finalement. On l'a vu quelques mois plus tard, parce que ça s'est appelé mai 68, mais quand on était un tout petit peu avant à Nancy, finalement, il n'y avait pas une grande différence. Et puis, au cours de ma vie professionnelle, évidemment, je l'ai rencontré et à plusieurs reprises. Je l'ai rencontré ensuite, alors quand il était directeur du théâtre et des spectacles, c'est pareil, une porte ouverte incroyable, avec un petit dispositif qui consistait à aider pendant 2 ans, et seulement 2 ans, une entreprise culturelle qu'on voulait mener. Et ça, c'était un dispositif très puissant. Dans mon cas, c'était sauver le théâtre de ma ville natale, organiser un petit festival autour, et puis une aide pour 2 ans, c'était ce dont on avait besoin. C'était
je me souviens plus de ce dispositif, mais il était vraiment précis, adéquat. Voilà. Hein? Voilà. Mais c'était vraiment très bien. Et d'ailleurs, de ce fait, on ne devait l'avoir que 2 ans, mais on l'a eu 4 ans. Parce qu'il y avait toujours des accommodements. C'est vrai que ça a été un soulagement. Je veux le dire d'un point de vue, d'un point de vue, disons, des artistes. Mais moi, je connaissais bien Roger Blin, et Roger Blin, il payait une vieille dette d'un théâtre, du théâtre de la Gaîté. Il payait tous les mois une petite somme comme ça. Et là, à ce moment-là, sous votre autorité, Jacques, on a mis fin à la dette de Roger Blin qui datait de 1954. Et je trouvais ça que c'était quand même très libérateur pour nous. Et puis aussi, on racontait aussi... alors à l'époque, on n'avait pas des implants, mais des dentiers. Et donc, on avait un camarade qui avait trouvé auprès de lui, auprès de vous, de quoi finalement se procurer, se faire faire un dentier. C'était des petits gestes, mais il y a été associé et je trouvais ça très intéressant. Mais ce que je lui dois le plus, et c'est là-dessus que je veux terminer, parce que j'ai un jour été donc nommé administrateur de la Comédie Française, et Jacques m'a dit un peu très solennellement, avec sa puissance de tir, il m'a fait lui promettre que j'irais en voiture de fonction à la Comédie Française, mais que je rentrerais en métro. Mais c'était une indication très... Il fallait, évidemment, c'est une chose à laquelle on pense, mais c'était une indication très précieuse. Il avait suffisamment d'autorité pour moi qu'effectivement, dans ces années-là, je n'ai jamais perdu de vue qu'un jour, je ne serai plus administrateur de la Comédie Française, et c'était il y a 15 ans, et j'ai suivi plus ou moins son conseil, mais sur le fond, j'ai suivi ce conseil qu'il m'avait donné, qui était un conseil finalement de ma liberté, c'est-à-dire garde ta liberté, enfin entretiens ta capacité d'être un homme libre. Et ça, il me l'a donné comme un père. Merci. Merci beaucoup, Marcel. Je ne sais pas si vous avez encore le temps de rester un peu parmi nous. Oui, un petit peu, je crois. Oui. Mais vous pourrez nous quitter dès qu'il sera nécessaire. Bien, je vais demander à Emmanuel Vallon peut-être de lire le témoignage que Jacques Salloy nous a envoyé maintenant. Il aurait dû être présent parmi nous. Oui, il vous prie de l'en excuser. Jacques Salloy a été le directeur de cabinet de Jacques Lang au ministère de la Culture en 1981, et voilà ce qu'il nous écrit. Au regard de beaucoup d'entre vous qui avaient suivi Robert dans sa longue carrière universitaire, administrative et littéraire, j'ai de bien modestes titres à le célébrer aujourd'hui, puisque notre compagnonnage a duré à peine 3 ans, il y a 4 décennies. Et quand, au fil des années, nous nous sommes rencontrés depuis, le plus souvent avec France et Fanny, nous n'étions guère portés à évoquer nos souvenirs anciens. Nous avons partagé dès les premiers jours auprès de Jacques Lang l'extraordinaire enthousiasme qui a suivi son arrivée rue de Valois. Tous les acteurs culturels que le nouveau ministre avait mobilisés au cours des dernières années entendaient être reçus par lui sans délai. Parmi eux, les gens de théâtre n'étaient pas les moins nombreux. Il fallait à tout prix protéger le nouveau ministre qui ne pouvait pas les voir tous. Robert s'y consacra avec ardeur. Le compte-rendu de ces rencontres, lors de nos réunions du mercredi matin, était, même avec cette très grande bienveillance, souvent fort drôle. Après cette folle entrée en matière, avec nos parcours différents et nos sensibilités propres, mais la même exigeante vision de la politique culturelle, nous avons participé à l'engagement et à la mise en œuvre d'un chantier qui n'a pas connu depuis d'équivalent. Tout au long de cette aventure, je n'ai pas le moindre souvenir d'une nuance et encore moins d'un désaccord entre nous. Sa liberté de ton, sa profonde honnêteté intellectuelle, sa subtile rigueur ont été en permanence pour toute l'équipe rassemblée par Jacques Lang un repère essentiel. Son avis, qui était aussi celui de notre aîné, a souvent pesé de manière déterminante. Fin septembre 1981, Robert succède à Jean-Pierre Angrémy à la direction du théâtre. Je l'accompagne rue Saint-Dominique, non sans quelque appréhension, car l'exercice est difficile.
Je garde encore très vif le souvenir du discours qu'il y prononce avec un tel talent de conviction que l'affaire était gagnée d'emblée. Un an plus tard, mon vieil ami Dominique Vallon, que j'ai convaincu de quitter Grenoble pour la direction du développement culturel, où il engage un travail formidable, revendique la tutelle des maisons de la culture. Robert, en grande sagesse, se garde bien de toute démarche revendicatrice. Partageant sa position, je parviens à y rallier Dominique en lui faisant grand-peine, je le sais. Celui-ci retrouvera heureusement ses chères maisons quelques années plus tard, et fort logiquement, cette fois, lorsque Catherine Tasca l'appellera à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles en septembre 1998. Parti en 1984 pour la lourde charge de la délégation à l'aménagement du territoire, en pleine crise, je n'ai guère le temps de suivre le ministère de la Culture. Quand j'y reviens, en 1990, Robert l'a quitté après 7 années unanimement saluées. Pour conclure son beau parcours, il accepte en 1991 la présidence de l'Observatoire des politiques culturelles, piloté depuis Grenoble. Il confirme ainsi l'engagement de toute une vie pour une politique culturelle au service de la vision citoyenne et sociale qui nous a toujours animés. Merci à Jacques Salloy et merci à Emmanuel. Sylvie Hubac, vous avez, été directrice du théâtre, de la musique et des spectacles, mais vous avez pris comme cela la succession également de Robert. Quel souvenir vous avez de Robert? Qu'est-ce que vous voulez retenir de lui? Alors, en fait, j'ai très peu connu Robert Abirached. Je lui ai succédé 12 ans après qu'il ait quitté la direction du théâtre et dans une direction qui n'avait plus grand-chose à voir avec celle qu'il avait quittée. Et je sais que c'était un projet qui ne lui plaisait pas, la réunion du théâtre, de la musique et des spectacles. Et je l'ai peu connu, étrangement, contrairement à ce que j'ai toujours fait chaque fois que j'ai pris des fonctions, c'est-à-dire voir mes prédécesseurs. Lui, je n'ai pas cherché à le voir, sans doute parce que, ça a été dit, c'était un homme qui m'impressionnait, qui m'intimidait terriblement. Parce que il avait... c'était pour moi un homme de légende. Et c'était quelqu'un qui, pour moi, avait œuvré à une époque qui était vraiment, dans mon esprit, un âge d'or, qui était l'âge d'or des années 80-88. Il avait cette autorité, cette pensée puissante, on l'a dit, cette personnalité incroyable, cette érudition et cette connaissance intime du monde du théâtre et de son histoire que je ne possédais absolument pas. Je n'avais rien de tout ça, j'étais une technocrate. Je connaissais mal en réalité le monde du spectacle et j'héritais d'un bazar dont il avait toujours estimé que c'était une stupidité parce que ça allait justement éloigner des milieux artistiques, cette conception assez technocratique qu'avait voulu finalement Dominique Vallon, car c'était lui qui avait fait ce rapport, qui avait conduit, c'était pas Catherine Tasca d'ailleurs, c'était Catherine Trottmann, à créer la direction fusionnée. Il estimait que ça allait faire perdre le fil de la relation intime avec le milieu et que les disciplines avaient leur forte personnalité et que ce mariage était un mariage déraisonnable. Donc je ne l'ai pas, je crois que pour toutes ces raisons, j'ai sans doute eu crainte de l'approcher parce qu'au fond j'incarnais probablement tout ce qu'il méprisait alors, quelque part dans son univers. Et en fait, je l'ai vu à l'Observatoire des politiques culturelles, à laquelle moi-même j'étais beaucoup attachée parce que pendant un moment, toute l'histoire avec René Risardo, et puis surtout à raison de sa présidence du Festival de la francophonie de Limoges, où à chaque fois elle était d'une courtoisie extrême avec moi, ce qui me... Voilà, moi toute petite dans mes souliers, toujours très intimidée par ce personnage. Et en même temps, ce que je me dis, c'est que, au fond, si je repense à l'époque où j'étais directrice, tout cet héritage était là. Et tout cet héritage, on a essayé de le faire vivre dans cette nouvelle direction, parce qu'au fond, en termes de politique publique, ce que dit Jacques Salloy dans la fin de son témoignage, cette vision sociale et politique de ce qu'est la culture, nous avons essayé, comme nous avons pu, de l'incarner. Et tout ce qu'il avait créé vivait toujours, à l'exception de la Maison des Cultures du Monde qui a eu un peu plus de mal. Toutes les institutions, elles sont d'ailleurs toujours là.
la décentralisation, les réseaux, l'aide aux compagnies, la politique en faveur des auteurs, les grandes institutions comme Charleville-Mézières ou Châlons-en-Champagne. Elles sont toujours vivantes, on les lui doit. Et ce que j'ai essayé aussi de mettre en œuvre, parce qu'au fond, c'était aussi la grande leçon de Robert Abirached, c'était la relation au plus près possible avec le monde artistique, mais évidemment, il avait des centaines de siècles d'avance, et je me suis donc toujours sentie vraiment très très lilliputienne à côté de ce géant. Voilà ce que je peux dire de mon souvenir de Robert Abirached, auquel je crois effectivement nous devons tous beaucoup. Merci beaucoup Sylvie. Je crois, Christopher Miles, que vous aviez une relation très particulière avec Robert. En tout cas, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. C'est bon. Alors voilà, je n'ai pas beaucoup vu Robert Abirached, mais effectivement j'avais beaucoup d'admiration pour lui, et donc j'ai un peu écrit cette intervention qui s'appelle Prince du théâtre ou enfant de la balle. Il y a un film formidable avec Jean-Yann et Guillaume Canet qui s'appelle, je crois, Je règle mon pas sur le pas de mon père. Il montre à quel point, dans l'opposition comme dans l'adhésion ou la reconnaissance, nous sommes déterminés par nos ascendants. J'éprouvais une immense admiration pour Robert Abirached, et donc quand je suis arrivé rue Saint-Dominique, à la DMDTS, qui était encore donc dans cet endroit merveilleux, entre jardin et grotte, j'ai ressenti le besoin de le rencontrer pour lui demander, peut-être pas des conseils, mais des impressions sur ce que nous étions en train de faire, puisque dans l'administration, on aime toujours faire et défaire. C'est toujours, donc, on était en train de remettre à la verticale ce qui avait été mis à l'horizontale par Dominique Vallon, et en train donc de réaliser cette réorganisation qui essayait de remettre les disciplines artistiques dans l'organigramme de la direction, et donc de revenir en grande partie, ou en partie en tout cas assez importante, sur la réforme de Dominique Vallon, qui avait beaucoup de vertus, mais qui avait aussi en partie peut-être, en tout cas c'est ce que Robert pensait, désarticulé la relation qui s'était développée pendant 50 ans entre cette mythique rue Saint-Do et les créateurs et créatrices du spectacle vivant. J'étais donc allé à sa rencontre à la sortie du conservatoire d'art dramatique, où il enseignait l'histoire du théâtre aux jeunes acteurs et actrices, qu'il fit pendant plus de 10 ans, bien après d'ailleurs son départ de la direction du théâtre. Il avait alors pris le temps, et avec toute sa gentillesse, déjeuner avec moi pour me parler de son expérience, avec une gentillesse et une modestie qui m'ont fait, je dois le dire, littéralement fondre, tout en dévorant un couscous dans un petit bistrot du 9e arrondissement, parce que Robert était aussi quelqu'un qui aimait beaucoup manger, je crois qu'il faut le dire. Il adorait ça, et je crois que c'était aussi un moment de partage très important pour lui. Et puis par la suite, je l'avais invité à venir parler devant quelques amis et collègues du ministère de son ouvrage majeur sur les politiques théâtrales, Le théâtre et le prince, et ces deux volumes contrastés, l'un expliquant l'élan majeur qui avait permis au ministère langue de vraiment donner une nouvelle impulsion à la politique théâtrale, et l'autre s'interrogeant sur le blocage du système du théâtre à partir, disons, du milieu des années 90, qui correspond justement au moment où on arrivait au ministère de la Culture, pas de peau, ministère que j'ai voulu, que j'ai choisi, et qui depuis a été toute ma vie. Et je voudrais donc essayer ici de dire les leçons que j'ai reçues de lui, directement ou indirectement, les principes qui m'inspirent encore, auxquels je me réfère quand je doute ou que je m'épuise dans ce rôle parfaitement impossible de directeur général de la création artistique, qui est une fonction qui suscite en général la perplexité de mes interlocuteurs, tant elle ne paraît pas incarner, comme pouvait d'ailleurs l'être sous la Troisième République, le poste de sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts que d'une certaine manière j'occupe in partibus. Robert Abirached a été appelé par Jacques Lang pour donner un formidable élan à la politique culturelle du théâtre, suscité par le quasi-doublement des crédits du ministère de la Culture en 1982 à la suite d'un magnifique et incroyable hold-up que je lui envie encore en tant que budgétaire sur la cassette du ministère des Finances avec l'aide de Jean-François Chounier. Universitaire, homme de lettres, spécialiste de Casanova, rien ne semblait le destiner à devenir directeur d'administration centrale, et pourtant, il fut, sans conteste, peut-être après ou avec Jeanne Laurent, le plus grand des responsables du secteur théâtral par sa vision, par sa capacité à accompagner et imaginer, aux côtés d'un ministre qui lui-même, rappelons-le, était un grand spécialiste du théâtre. Fondateur et directeur d'un festival qui ensemençait toute la vie théâtrale de notre pays, mais aussi ancien directeur du théâtre de Jean Vilar. De ces années de direction de Habit,
comme dit, et comme l'avait surnommé notre chère amie Josiane Orville, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui nous aurait sans doute beaucoup fait rire en parlant de lui, parce qu'elle avait vraiment une amitié à la fois souriante et un peu sardonique avec lui. C'était un couple assez incroyable aussi. De ce cher Abi, je retiens quelques principes qui peuvent être les suivants. Le premier, c'est que on ne peut pas faire avancer le théâtre dans le siècle dans lequel il est sans connaître la place qu'il a tenue auparavant. Comme utopie dans la société, comme lieu de liberté et de créativité, mais aussi la place très spécifique qu'il occupe dans la société française et vis-à-vis de l'administration et de l'État depuis, disons, au moins Molière, c'est-à-dire depuis 400 ans. On ne fait évoluer donc le théâtre que par la connaissance intime de son histoire esthétique et politique. Abi avait bien compris que le théâtre est en France à la fois un art et un système, dont la place symbolique a toujours été infiniment supérieure à la place réelle qu'il occupe en fait dans l'ensemble de nos imaginaires et même dans l'ensemble des pratiques culturelles. Mais un système qui avance par à-coups et dans la réinvention constante de son utopie à mesure que les formes d'accès à la culture évoluent et se superposent. Le deuxième principe, c'est qu'on ne peut pas faire avancer le théâtre sans l'aimer, sans se confronter à cette inlassable quête de ceux qui cherchent à lui donner une résonance avec les temps que nous vivons, que ce soit dans la forme, la mise en scène, ou dans le fond, l'écriture. Il s'agit, si on essaye de réfléchir à ce que peut être une politique théâtrale, de défendre cette émotion fondamentale qui nous ramène à notre humanité nue quand nous sommes au théâtre. Il s'agit d'écouter ceux et celles qui cherchent. Abi avait non seulement parfaitement assimilé toute l'histoire du système politico-esthétique du théâtre en France, mais il était aussi et d'abord un spectateur passionné, un lecteur vorace, un critique de haute volée. Je m'en souviens toujours, car réfléchir au théâtre, c'est d'abord le penser avec ceux qui le font. Troisième principe, la politique du théâtre se réinvente en permanence dans notre pays à partir de la relation et de la médiation que le ministre sait tisser avec les collectivités territoriales, à partir de la relation et de la médiation que le ministère de la Culture s'est inventé entre le théâtre et ses publics en perpétuel renouvellement. Quatrième principe, inventer la politique théâtrale de demain repose sur le savant mélange de très vieux et immuables ingrédients, les lieux, ceux qui les servent, ceux qui les dirigent, avec les valeurs et les changements que porte chaque époque. Il faut donc réinventer en permanence la manière de les combiner, sentir le vent de l'époque, n'avoir aucune nostalgie ni aucun tabou pour imaginer les nouveaux accompagnements. La politique théâtrale repose donc sur un fond de sauce immuable, mais ces accommodements doivent sans cesse se renouveler. On n'accompagne pas les créateurs si l'on n'est pas créatif, voire parfois, comme on dit aujourd'hui, disruptif. Hier, on disait révolutionnaire. Et donc, à partir de ça, on peut faire beaucoup avec peu, comme Jeanne Laurent, ou beaucoup avec beaucoup, comme Robert. Cinquièmement, il y a une qualité de Robert que je voudrais avoir et que je n'ai pas encore réussi à maîtriser et que je voudrais bien acquérir pour occuper ce poste. C'était aussi un grand acteur, capable de vraie et de fausse colère homérique. C'était un grand comédien administratif. C'était vraiment inné chez lui. C'est un don que je m'acharne à polir en relisant Diderot, en relisant Casanova, dont le génie de l'improvisation permanente avait certainement dû le nourrir. Et enfin, je voudrais dire une dernière chose sur Robert, qui n'est pas un principe, mais qui m'a toujours aussi impressionné. Il fait partie de ces hommes qui n'ont jamais cessé de jouer. Son regard apportait toujours une part d'émerveillement, et je crois qu'il n'a aussi jamais cessé de m'émouvoir et de me plaire, parce qu'il n'a jamais abdiqué l'enfance en lui. La première fois que je l'ai vu, j'ai vu à la fois l'universitaire éminent, l'impressionnant directeur, mais aussi cet éternel enfant capable de s'étonner, de s'esclaffer, cet enfant à l'insable curiosité. Car d'une certaine manière, accompagner le théâtre, c'est accepter de jouer encore et toujours. Merci Robert de vos leçons de théâtre. Merci beaucoup Christopher. Emmanuel, il y a un autre homme de théâtre et un militant culturel aussi qui nous a transmis son témoignage, c'est Jean-Jacques Coquart. Alors Jean-Jacques Coquart aurait bien aimé être parmi nous aujourd'hui, et puis voilà, des circonstances l'en ont empêché. C'est l'administrateur de la Parole errante, la compagnie d'Armand Gatti, et donc le directeur de la Maison de l'Arbre à Montreuil. Ma première rencontre avec Robert Abirached date du Festival de Nancy, où il fut présent dès l'ouverture en 1963. Puis, ce fut le Festival de théâtre d'Istanbul, organisé par Mehmet Ulossoy,
auquel étaient invités Robert, Jacques Lang, Antoine Vitesse, mon épouse et moi-même. C'était en 1966 et c'est là que j'ai découvert le Robert conteur. Je ne vais pas égrener tous mes souvenirs avec lui, ils sont trop nombreux. Parlons donc de notre rencontre en 1981. François Mitterrand vient d'être élu. Quelques jours après la nomination de Jacques Lang au ministère de la Culture, Robert Abirached, membre de son cabinet avant d'être nommé directeur du théâtre, me téléphone et me pose une question. Que pouvons-nous faire pour vous ? Je travaillais avec Armand Gatti depuis la tournée que j'avais organisée pour sa pièce V comme Vietnam en 1967. La réponse fut simple. Nous financer pour le travail que nous faisons depuis des années sans argent. Très bien, me dit-il, mais trouver un projet en région, ça sera plus facile pour le financement. Quelques semaines plus tard, alors que nous n'avions encore trouvé le moindre point de chute, Robert Abirached me téléphone. À Toulouse, le vice-président de l'université m'informe qu'une pétition circule pour que Armand Gatti revienne dans la ville. Nous découvrirons plus tard que cette pétition n'avait jamais existé et que le désir de notre présence dans la ville rose venait d'un ami, Johan Claret, que Gatti avait connu à l'époque où plusieurs de ses pièces avaient été créées à Toulouse. Mais qu'importe, Robert tenait la bonne piste, une région à gauche, une ville dont le centre dramatique était dirigé par la même personne depuis 35 ans. L'université offrit un lieu à Armand Gatti, et c'est ainsi que commença l'expérience de l'atelier de création populaire dit l'Archéoptérix. Robert suit notre travail et vient même à Toulouse pour l'inauguration. Il organisa ensuite, dans son bureau, rue Saint-Dominique, une réunion avec différents responsables du ministère. Nous y avons présenté nos activités, théâtre évidemment, mais aussi atelier de sérigraphie, atelier vidéo, atelier radio, etc. C'est ainsi que notre ami Dominique Vallon, alors nommé directeur du développement culturel, participa à notre financement en supplément de celui de la direction du théâtre. En 1985, des circonstances trop compliquées à expliquer ici entraînèrent la mise en liquidation de la société de gestion du lieu. Mais c'est ainsi qu'en septembre 1985, nous nous retrouvons à Montreuil, invités par le maire et surtout grâce à son directeur des affaires culturelles, Francis Gendron. L'exposition que nous avions imaginée à Toulouse, 50 ans de théâtre, vue par les 3 chats d'Armand Gatti, fut créée au Centre des expositions de Montreuil en 1987, puis, la même année, invitée par Alain Crombec au Festival d'Avignon. L'année suivante, à l'Université de Paris 8 Saint-Denis, à l'initiative de Michel Kokosowski, Robert, avec Francine de Michel, présidente de l'université, présida le colloque intitulé « Salut Armand Gatti ». Une nouvelle structure fut mise en place, la parole errante. Et Robert, comme en 1981, participa au financement de notre installation à Montreuil, où nous sommes restés, Armand Gatti et moi-même, jusqu'à la disparition de ce dernier en 2017. Les directeurs successifs à la direction du théâtre poursuivirent l'aide de Robert et nous en finançaient régulièrement. Un dernier mot. En 2014, les éditions Actes Sud m'ont commandé un livre sur Armand Gatti, mais il fallait trouver une personne pour écrire la préface. Son nom s'est imposé. Seul Robert peut le faire. En 2014, le livre préfacé par Robert Abirached sortit et obtint le prix de la critique. Merci encore Robert pour ton fidèle soutien intellectuel, amical et affectueux, qui ne nous a jamais fait défaut pendant presque 60 ans. Merci beaucoup à chacune et chacun. On a un petit peu de retard, bien sûr, mais je vais vous demander, si vous voulez bien, de rejoindre vos places dans l'assistance. Et on a le droit à une petite pause musicale maintenant. Une pause musicale avec Paul Abirached, le fils de Robert. Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de laisser un message sur le répondeur de mon père. Une introduction traditionnelle, un silence suivi d'un sifflotement assez étonnant. Roméo, qui est ici ce soir, son petit-fils, et Ulysse, son autre petit-fils, ont écrit 2 très beaux textes qui font tous les 2 référence à ce sifflotement. Un sifflotement pour Roméo, qui constatait que son grand-père sifflait en allant chercher l'éponge pour nettoyer la table du repas,
et un soufflotement pour Ulysse, le fils aîné de ma sœur. Quand Emmanuel, tu m'as demandé de faire une intervention musicale, je ne savais pas vraiment quoi jouer. Et ce sifflotement m'a guidé. J'ai choisi quelques mélodies que nous pourrions ensemble siffler. Je ne vais pas vous le demander. Peut-être tout à l'heure, mais bon, on verra. Donc des mélodies simples. Et je vais commencer avec une très belle chanson de John Lennon qui s'appelle No Woman et qui fait référence à des moments de l'existence où nous sommes un peu perdus.